Bonjour à toutes et à tous. Du fait des évolutions du monde professionnel, de la réglementation aux attentes des actifs et du monde en général, nous avons choisi d'explorer ensemble les moyens de repenser le monde du travail. Je m'appelle Corinne Estelle Guémin, je suis entrepreneur et fondatrice de Plume Biz. Notre métier permettra à nos clients d'améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs. À ce titre, tous les jours, nous accompagnons des dirigeants, des directeurs et des RH dans leurs enjeux en termes de ressources humaines, de RSE ou encore de communication interne et de marque employeur. Avec notre live Bebuzz, nous vous proposons de rencontrer des hommes et des femmes de métier qui partagent avec nous leur passion, leur vision et leur retour d'expérience sur des sujets clés. Aujourd'hui, je reçois Rachel Nizet. Bonjour Rachel. Bonjour Corinne. Rachel est une habituée de mon micro. Et Rachel, J'adore, c'est parfait. Rachel, tu es avocate en droit du travail. Vaste sujet. Explique-nous comment tu en es arrivée à devenir une avocate. Alors, déjà, effectivement, j'ai une première partie de carrière en entreprise, dans les ressources humaines, dans des domaines d'activité variés, pour certains à dimension internationale. Et à un moment donné, je pense à force de travailler avec des avocats et étant moi-même juriste, de formation, je me suis réorientée tout simplement vers le métier d'avocat en intégrant l'école des avocats de Versailles. Donc de ma connaissance de l'entreprise, j'ai envie de dire de l'intérieur, c'est aujourd'hui un atout pour accompagner, avec efficacité mes clients. Et j'imagine que ta compréhension des problématiques justement de tes clients est bien plus fine que quelqu'un qui ne connaîtrait pas la vie réelle, quotidienne de la gestion des RH dans une entreprise. C'est un avantage, voilà. Ils ne l'ont pas, mais c'est vrai que c'est voilà, quand on a vécu, voilà, c'est quand même plus C'est sûr. on est un Alors, côté plus pragmatique. c'est sûr. Alors aujourd'hui, notre sujet, nous allons échanger sur la protection de la vie privée des employés en milieu professionnel. C'est un sujet souvent épineux. En tout cas, c'est un vaste sujet qui démarre avec les questions liées à la surveillance finalement des employés sur le lieu de travail, dont on entend parler de plus en plus, comme la surveillance électronique. J'ai lu il y a quelques semaines que plus d'un tiers des employeurs, 35% pour être exact, surveillent principalement la présence des employés, que ce soit les heures de connexion ou de déconnexion, ça je peux comprendre, ou les périodes d'activité et d'inactivité, et que ce phénomène va crescendo. Le sondage en question, donc qui date de 2023 a été réalisé par Software Advice, indique que près de 7 entreprises sur 10 veulent continuer d'investir dans des outils de surveillance des salariés. Alors, contrairement aux idées reçues, la pandémie de Covid-19 n'est pas à l'origine de ces outils de surveillance au travail. 36% des employeurs le faisaient avant la pandémie. Et aujourd'hui, quand même, ça explose, on parle de 63%. Alors, au-delà de cette surveillance, de ce qui se passe sur nos ordinateurs, il y a les tests de drogue et d'alcool, souvent connus, en tout cas aux États-Unis. On sait, on en parle. Je ne sais pas si ça se passe en France. Et les politiques en matière de confidentialité des données des employés qu'il faut aussi aborder. Donc, du coup, Rachel, revenons aux fondamentaux. Quels sont les principaux aspects juridiques à considérer en matière de protection de la vie privée des employés sur leur lieu de travail? Alors déjà, le temps de travail n'est pas seulement consacré aux tâches productives, c'est aussi un temps de vie sociale. De ce fait, en fait, on a la vie personnelle qui a également sa part pendant le temps de travail. Alors, on a l'article 9 du code civil qui nous qui précise que chacun a droit au respect de sa vie privée. Donc, les seules limites autorisées par la loi sont celles rendues strictement nécessaires par le but poursuivi dans le cadre de la relation de travail. C'est la disposition qu'on a dans le code du travail à l'article 1121-1.
Donc depuis le fameux, arrêt Nikon, de la Cour de cassation, donc qui date un peu, mais qui est bien connu, du 2 octobre 2002, tout employeur doit savoir que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée. Donc, bien entendu, le droit à une vie personnelle au travail est limité. Et alors du coup, c'est quoi? Quelles sont ces limites, et les limites de la surveillance des employés par les employeurs? Et dans quelles circonstances une telle surveillance peut être légale? C'est ténu en fait, de comprendre ce Ah mais complètement. Alors par exemple, des caméras. L'employeur peut installer des caméras au niveau des entrées, sorties des bâtiments, des issues de secours, des voies de circulation dans l'entreprise. Les entreprises peuvent également aussi filmer les zones où il y a de la marchandise ou des biens, qui ont une certaine valeur et qui sont entreposés. En revanche, elles ne doivent pas filmer les salariés, les employés sur leur poste de travail, sauf circonstances particulières, comme par exemple un employé manipulant de l'argent, par exemple. Mais la caméra, ne doit pas être sur la personne du salarié. On peut filmer, la caisse, mais pas le caissier. Voilà. d'accord. Entrepôt, pareil, stockant des biens de valeur au sein duquel, voilà, travaillent des manutentionnaires. Voilà. Donc est considéré comme des restrictions, voilà, disproportionnées aux droits fondamentaux, une vidéosurveillance permanente du salarié. C'est un arrêt de la Cour de cassation. Donc, et bien évidemment, on ne peut pas filmer les salles de pause. Ça reste salle de pause, ce n'est pas c'est bah, comme son nom l'indique, une pause dans l'activité professionnelle du salarié et ces endroits ne peuvent absolument pas être filmés. D'accord. Alors, tout à l'heure, j'en parlais notamment par rapport à ce que l'on peut entendre ou voir ou constater aux États-Unis. Quelles sont les lois et réglementations qui encadrent les tests de drogue et d'alcool sur le lieu de travail? Ça peut être vraiment préjudiciable dans le cadre de son activité professionnelle. Et quelles sont les protections offertes aux employés, si tant est qu'il y en ait? On peut comprendre l'importance capitale de cette surveillance en matière de santé, en matière de sécurité. Je pense à un boucher alcoolisé ou sous drogue, bah, ce serait hyper dangereux. Je, je n'imagine pas les conséquences désastreuses que ça pourrait avoir pour une usine également. Mais qu'est-ce qu'on a le droit de faire en tant qu'employeur? Alors déjà, il faut rappeler que dans le code du travail, d'accord, le vin, la bière, le cidre et le poiret sont autorisés sur le lieu de travail. Peut-être parce que nous sommes en France, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ce sont des alcools autorisés. Alors, bien entendu, dans le règlement intérieur de l'entreprise, qui, pour rappel, est obligatoire à partir de 50 salariés, mais même s'il y a moins de 50 salariés, l'employeur peut complètement en mettre en place. L'employeur, dans ce règlement intérieur, peut effectivement encadrer, cette consommation, notamment d'alcool ou le fait d'avoir de l'alcool sur le lieu de travail. Ça, c'est un premier point. L'employeur, de par son obligation aussi de sécurité de résultat envers les salariés, ne doit pas laisser entrer et séjourner dans l'entreprise des salariés qui sont en état d'ivresse et bien évidemment encore moins, sous l'emprise de la drogue. D'où effectivement l'encadrement qui est mis en place et la possibilité, dans certains cas, quand c'est prévu, par rapport à certains postes, parce que c'est pareil, pas non plus généralisé, de faire passer certains tests. Voilà, en respectant effectivement certaines conditions, notamment pour que le salarié puisse, avoir un droit de regard et contester effectivement, les résultats de ce test. Et puis aussi tout simplement, quand on a, hem, une suspicion, d'un salarié qui est sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue, c'est l'écarter de son poste de travail. Voilà, et là, j'ai envie de dire, le meilleur allié de l'entreprise dans ces cas-là, c'est le médecin du travail. Mais quels sont les critères généraux pour qu'un employeur puisse légalement mettre en place des politiques de surveillance ou les tests, hein, dont tu parlais, dans le cadre de l'entreprise? C'est exactement ça. C'est comme je commençais déjà à t'expliquer, Corinne, c'est que ça peut être réglementé par le règlement intérieur et j'ai envie de dire, c'est vraiment important que ce soit réglementé au niveau du règlement intérieur. Mais quand tu es une boucherie, tu es 10, enfin, tu es 10 si c'est une grosse boucherie. Tu Alors dans ces cas-là, on as peut pas mettre en place une note de obligation. service. On peut mettre en place une note de service. D'accord, d'accord. Voilà, voire éventuellement, on peut le mettre en place dans le contrat de travail, mais c'est pas,
c'est pas recommandé parce que ça reste individuel, alors qu'un Mmh. règlement intérieur, une note de service, c'est collectif. D'accord? Et donc en fonction de l'activité de l'entreprise et ou des postes occupés, pour des raisons de sécurité et ou de santé, effectivement, il est possible, de réglementer, les différentes activités et puis aussi, voilà, ça par rapport à des comportements, de salariés, de pouvoir effectivement prendre des mesures adaptées en face. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, dans certains cas, l'entreprise peut, mettre en place des éthylotests ou des tests salivaires pour des produits stupéfiants, voilà, possible uniquement si c'est prévu par le règlement intérieur, avec des modalités de contrôle en permettant la contestation pour le salarié. D'accord. Donc si tu as un salarié qui arrive, et tu te dis: «Ouh, il plane beaucoup, 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 beaucoup» et que tu veux lui faire un test salivaire, si tu ne l'as pas mis dans une note, de service ou dans ton règlement intérieur, tu ne peux pas le faire? Tu peux pas le faire et même D'accord. dans ces cas-là, même quand c'est écrit, heu, le conseil, c'est de se rapprocher du médecin du travail. Quand il y a un CSE avec une commission santé, sécurité, conditions de travail, de les alerter, parce qu'il y a aussi des cas où finalement, ça peut être juste une prise de médicaments qui fait Oui, que le salarié est pas dans son état, enfin, un état entre guillemets «normal», voilà, et d'accord. qu'on peut avoir des suspicions. D'accord, OK. Alors comment les politiques de confidentialité des données des employés, RGPD et compagnie, sont-elles régies, par la loi et quels droits les employés ont-ils en ce qui concerne leurs données personnelles au travail? Alors, les questions d'RGPD en pratique, donc c'est protéger les données, des collaborateurs de l'entreprise. Donc, celle-ci doit garantir effectivement la confidentialité et la sécurité de ces données. Ainsi, il faut que ce soit des personnes habilitées, hein, qui peuvent en prendre connaissance. Les actions sur les données effectuées, par les personnes habilitées doivent être enregistrées, hein, donc savoir qui se connecte à quoi, quand, pour faire quoi. Les collaborateurs doivent être informés, donc à chaque fois que l'employeur leur demande des informations, exemple, mise à jour des données administratives, demande de formation, formulaire d'entretien annuel d'évaluation, heu et cetera, hein, et les salariés peuvent demander à tout employeur une copie de toutes les données les concernant, par exemple, copie d'un bulletin de paye, compte épargne-temps, mais aussi, par exemple, des enregistrements, des relevés de badgeuses, hein, ou encore des messages envoyés via un mail professionnel, y compris, lorsque l'employé n'est plus en poste, voire en litige. Effectivement, dans le cadre d'un contentieux, on peut faire une sommation de communication Et de certains éléments. l'employeur est tenu de, partager en fait les informations. Oui, Ça ne veut pas dire qu'il le fait, mais il est ouais, tenu. voilà. D'accord. Quels sont les recours légaux disponibles pour un employé qui estime que sa vie privée a été violée par son employeur? Alors déjà, tout litige relatif à une relation individuelle de travail entre salarié, et employeur, c'est le conseil du prud'homme, d'accord? OK. Donc tu peux saisir le conseil du prud'homme, même s'il est encore en activité. C'est pas seulement à partir du moment où le contrat de travail est rompu, hein, d'accord? Mmh. Même pendant il est encore dans l'entreprise, il peut saisir le conseil du prud'homme. Les relations peuvent devenir un peu plus tendues, j'ai envie de dire, dans ce cadre-là, mais c'est complètement possible. Il peut aussi saisir ce qu'on appelle le défenseur des droits, hein. Voilà, c'est une institution, c'est gratuit, il peut le saisir par rapport effectivement à des litiges qu'il pourrait avoir avec son employeur sur ces questions-là. L'inspecteur du travail, la DRIST, hein, ou alors tout simplement, s'il y a un CSE dans l'entreprise, de se rapprocher d'un des élus, voire du délégué syndical, voilà, qui pourrait être présent dans l'entreprise. D'accord. Et quelles sont les meilleures pratiques que les employeurs devraient suivre pour garantir le respect de la vie privée de leurs employés, tout en protégeant les intérêts de l'entreprise? Parce qu'en tant qu'employeur, c'est normal de protéger les, intérêts de l'entreprise. Donc qu'est-ce que tu pourrais, indiquer en meilleure pratique? Déjà, il faut informer les salariés des outils qui sont mis en place. Bien évidemment, au préalable, il faut d'abord consulter et informer le CSE sur la politique de gestion des données confidentielles dans l'entreprise. Mmh. Les outils, la procédure en place de modification pour les salariés, le référent RGPD, voilà, toutes ces notions. Le CSE doit être consulté et informé sur le sujet. Alors, même si l'avis est négatif du CSE, ça ne lie pas l'employeur. Bon, c'est mieux d'avoir un avis positif, mais Oui. bon, voilà. Faut savoir que l'employeur n'est pas lié. Et puis finalement après, communication auprès du salarié sur les outils qui existent, et
comment effectivement, le salarié peut avoir accès à ces informations, voire les modifier. Oui, oui. Il doit y avoir une transparence en fait par rapport à par Oui, rapport qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est fait, pourquoi c'est fait? Je pense que si on comprend pourquoi c'est fait, bah, voilà, c'est plus entendable, d'être surveillé si on nous dit pourquoi on est surveillé, pourquoi faire, et comment je peux éventuellement avoir accès voilà. à ces Et données. s'il y a une fin de finalement de pouvoir sanctionner le salarié par rapport on parlait de la caméra, hein, par rapport à ce Mmh. qu'on peut voir à une Oui, caméra, le salarié doit le savoir, ça doit être précisé. Enfin mmh. non, derrière, il peut y avoir une fin de sanction. Oui, Voilà, oui, les conséquences jusqu'à la sanction, d'accord. exactement. Quels sont les risques potentiels, auxquels les employeurs sont exposés s'ils ne respectent pas, la réglementation, les lois, relatives à la protection justement de la vie privée? Alors, tout simplement, devant le conseil du prud'homme, c'est des dommages à intérêts qui sont versés aux salariés à hauteur du préjudice subi, donc pas finalement par ce dernier, mais le salarié doit pouvoir justifier du préjudice subi, hein. C'est pas automatique quand même. Même si on sait que le doute profite au salarié, hein, c'est écrit dans le code du Oui. travail, mais bon, Mmh. il faut que le salarié justifie de son préjudice subi. Faut savoir aussi que l'employeur peut être condamné aussi au pénal, hein. Il y a des amendes, en fonction, de ce qui est prévu bien évidemment par le code pénal, hein, et le droit pénal du travail. Alors, un exemple, en matière de vidéo, surveillance, par exemple, l'employeur encourt notamment 5 ans de prison, 300 000 € d'amende, par rapport à l'article 226-16 du code pénal. Voilà, indépendamment du fait que les formations images collectées ne pourront pas être opposables à un salarié qui a été filmé. Donc, par exemple, on ne peut pas l'utiliser dans une procédure de licenciement de manière de preuve, pour l'employeur. Heu, L'employeur encourt également une sanction administrative de la part de la CNIL, qui peut prononcer une sanction de 20 000 € à l'encontre d'une société qui avait mis en place un dispositif de vidéosurveillance plaçant les salariés sous surveillance constante. Voilà, ça c'est D'accord. une libération qui avait été rendue, bon, en 2019, et voilà, ça permet de donner déjà Ouais, c'est d'avoir pas une si idée. vieux que ça. Mmh, c'est pas si vieux. Pure curiosité, ce sont des sujets que toi tu adresses, dans ton quotidien d'avocate? Alors moi, j'alerte mes clients, évidemment, Mmh. sur les risques, sur ce qui doit être mis en place. Bon, jusqu'à maintenant, voilà, on n'a pas eu de difficultés Mmh. par rapport à ces Ouais. questions-là. Mais effectivement, mon rôle, c'est de conseiller, mes clients, enfin, voilà, chefs Oui, de d'entreprise, les etc., éclairer. voilà, sur effectivement ce qui doit être mis en place, et puis les raisons, puis et surtout les risques encourus, voilà. Si Ouais. jamais, rien n'est mis en place. Ah ouais. Et justement pour finir notre bibeuse, quels conseils pourrais-tu, des conseils pratiques j'entends, pourrais-tu, partager avec nous, tant pour les employés, sur la manière dont protéger éventuellement leur vie privée, au travail, qu'aux employeurs, hein, pour ne pas commettre d'impair, parce que je suis convaincue que parfois, c'est pas de la mauvaise foi. Il doit y avoir un maximum de cas où les employeurs outrepassent, enfin, s'il y en a, où les employeurs outrepassent leurs droits, alors que, ils pensent être justement dans leurs bons droits, et les salariés, bah, on en connaît tous qui dépassent un peu les bornes, et remettre un petit peu du, heu du bon sens dans, cette limite entre la vie privée et la vie professionnelle. Absolument. Alors, de manière assez simple, j'ai envie de dire, c'est que pour l'ensemble des salariés, je les invite à aller vérifier les dispositions prévues dans l'entreprise, donc prendre connaissance du règlement intérieur, hein, qui est affiché dans l'entreprise, donc panneau d'affichage, intranet, l'existence une charte informatique qui souvent est annexée au règlement intérieur, et puis, quand ils reçoivent les PV de CSE, peut-être prendre le temps de les lire, hein. C'est pas forcément la lecture la plus passionnante, mais source d'information. Donc voilà, je pense que Et c'est quand il y a pas de CSE pour les TPE? alors le CSE, c'est à partir de 11 salariés, hein. Oui, donc c'est Fait, très vite. voilà, quand il y a pas de CSE, c'est effectivement, les notes de service qu'on peut être affichées, Oui, et puis pas hésiter d'aller poser des questions aussi, tout simplement à leur employeur. Enfin, sur la structure est une petite, entre guillemets, «une structure familiale», donc oui, il y a un échange qui a priori devrait être plus facile. oui. Pour les employeurs, déjà, bon, avoir un conseil, en droit du travail, avant de mettre en place un dispositif.
hein, toujours s'assurer pour vérifier effectivement, qu'on est bien dans le respect des dispositions légales, conventionnelles, voir aussi par rapport à ce que prévoit la convention collective. Et puis voir en quoi effectivement le dispositif qu'ils souhaitent mettre en place, comment ça va impacter la vie des salariés dans l'entreprise, et puis aussi, toute la procédure, s'il existe un CSE par rapport à l'information consultation, et s'il faut toujours mieux agir en amont que, après une fois qu'on est dans le cadre d'un contentieux tout simplement. Oui, c'est sûr, c'est toujours Tout simplement. toujours et puis Même moi pour je moi, c'est beaucoup plus agréable. Voilà. oui, c'est certain et moi je dirais aux dirigeants, aux managers, vraiment, enfin moi c'est ce que j'ai écrit un article là-dessus. Il faut vraiment pas hésiter à consulter des professionnels et à se faire accompagner. Heu, on n'est pas, enfin en tant que dirigeant, on n'est pas des sachants de tout, on n'est pas des toutologues. Enfin j'en connais pas, personnellement je n'en connais pas, donc toi non plus, c'est bizarre, mais enfin bon, je pense que ça doit être assez rare comme espèce, mais en attendant, il y a pas mal de gens qui n'osent pas demander des conseils et sur ces sujets-là, comme sur pléthore de sujets, demander des conseils, c'est pas ne pas savoir, c'est vouloir ne pas faire d'erreur et ne pas vouloir prendre de risques. Donc Exactement. heu donc moi, je conseille vraiment de consulter dès qu'on a un petit doute ou une petite interrogation ou qu'on croit savoir, mais que finalement, il y a un petit truc derrière là qui nous dit: «Bah, finalement, tu sais peut-être pas». En tout cas, merci beaucoup Rachel. Merci Merci à toi. Corinne d'avoir pris ce temps sur ce Merci. sujet. Merci encore pour tous ces partages que tu fais avec nous. Merci à nos auditeurs et à nos participants. Si vous n'avez pas eu le temps de voir, et je pense que c'est le cas, de voir tous nos bibuzz, parce que maintenant il y en a quand même plus de 50, je crois qu'on en a tourné avec Morgane. N'hésitez pas à aller voir les replays sur notre chaîne YouTube ou à aller sur notre blog Plume Biz, sur notre site internet directement. On se retrouve très très vite avec Rachel et avec d'autres invités. Avec grand plaisir. En attendant, prenez soin de vous. Rachel, prends soin de toi. On te retrouve très très vite. Toi aussi Corinne. À très Merci. bientôt. Au Au revoir. revoir à tous.